Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce dimanche 4 mai 2025, au lendemain de la Journée mondiale de la liberté de la presse, concentrée sur l'information et l'impact de l'intelligence artificielle sur les médias, Scène de presse donne à commenter, à débattre d'autres faits d'actualité non moins importants. À la suite de la fête du travail du jeudi 1er mai dernier, nous parlons par exemple de la condition du travailleur aujourd'hui, dans un contexte où le discours officiel porte sur le dialogue social et le travail décent. Pendant les échanges, nous aborderons également les expropriations en vue du fait de la reprise des travaux de construction sur la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Dans le domaine des sciences, les invités sont appelés à dire un mot sur la biomécanique, une discipline issue de la physique qui recherche et applique les lois de la mécanique sur le vivant. Nous le ferons à la faveur d'un cours interuniversitaire, un cours qui s'est tenu donc à Yaoundé cette semaine sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Les invités autour de la table ce soir, c'est Christian Dumado qui est là. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste, vous êtes un habitué de l'émission. Si. En face de vous, Olivier Mbélé, journaliste également. Bonsoir. Bonsoir Séverin Alégambélé. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission très regardée à travers le monde qui est Scène de presse. Merci de l'amitié que vous me faites de m'inviter sur ce plateau. Olivier aime qu'on dise qu'il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Courrier. Hein, C'est bien cela. Ah, je continue avec Pierre-Cédric Essomba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Séverin Alégambélé. Bonsoir à nos techniciens sans lesquels nous serons être audibles et visibles de l'autre côté. Bonsoir aussi à vos millions de téléspectateurs, sans oublier mes companélistes avec qui nous allons débattre sur des thématiques qui ont été inscrites à l'ordre du jour. Merci. Pierre-Cédric est chercheur en histoire des relations internationales. Il est à l'université de Tchang. Je termine par professeur Marie-Ange Clémentine Ngoyamben. Bonsoir. J'espère que j'ai bien prononcé. Vous avez très bien prononcé. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être venu. Ça n'a pas été facile de vous avoir, mais vous vous êtes donné cette peine-là. Je rappelle que vous êtes chirurgienne orthopédiste, traumatologue, maître de conférence à l'université de Yaoundé 1. Elle est par ailleurs coordonnatrice des activités de la direction médico-sanitaire du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées. À tous, merci d'être venus. Après les funérailles du pape François, largement relayées par la presse, nous étions donc la semaine dernière, le journal La Voix du Centre et bien d'autres publications de la semaine indiquent que l'Église catholique qui est à Rome, qui est également au Cameroun, est plongée dans une période de transition historique. En effet, à partir de demain, 5 mai 2025, selon l'ordre du droit canonique, les 135 cardinaux électeurs vont se réunir dans la chapelle Sixtine, c'est à Rome, pour désigner le 267e souverain pontife. C'est ce qu'on appelle dans les usages le conclave. Ce moment de la vie de l'Église catholique de notre époque moderne, dans un monde secoué par des crises multiples, semble donc mettre en lumière les divisions entre partisans d'une Église qui s'ouvre, une Église ouverte, héritière des réformes du pape François, et les défenseurs d'un retour à l'orthodoxie doctrinale. Alors, je m'adresse d'abord aux journalistes. Hein. On a assez dit sur le dernier pontificat. On a parlé des réformes du successeur de Pierre, le pape François, qui, comme vous le savez, va donc continuer, enfin, ce qui va arriver, va continuer la vie de l'Église catholique. Quel est le regard que vous portez sur le prochain pape? Christian. Alors, le prochain pape, à mon sens, devrait continuer l'œuvre du pape François qui est parti, en ceci que le pape François s'est montré comme quelqu'un de proche des pauvres. Il s'est montré également très préoccupé par les nombreux conflits, notamment le conflit au Cameroun, dans le cas de la crise anglophone. C'est un côté également qui a marqué son pontificat, notamment moi particulièrement qui suis cette actualité. Le prochain pape doit continuer cette dynamique-là. Il doit également essayer de résoudre les problèmes de sécularisation, crise de foi, crise de vocation des prêtres. C'est un phénomène assez important, surtout en Europe, où est basé le Vatican. Je vous prends un exemple très simple. Entre 2011 et 2021, vous avez à peu près une baisse de 27 000 prêtres. C'est assez énorme. Vous avez une baisse de 6 000 séminaristes et 8 000 religieuses.
Voilà. L'Afrique qui est un poumon de l'Église catholique, parce que l'Afrique consacre 1 sur 5 fidèles de l'Église catholique, soit environ 20% de la population catholique. Et c'est un poumon pour l'Église catholique en ceci que cette crise de vocation n'est pas assez vécue ici. Christian, je vous vois venir. Il y en a qui pensent que le prochain pontife doit donner plus de place à l'Afrique. Non, vous voulez dire qu'il doit être africain? Non, c'est pas encore possible. C'est pas encore possible. J'en voudrais pour preuve les déclarations d'un cardinal ghanéen qui avait déclaré, je crois, en 2010, que l'Afrique n'est pas... l'Église catholique et lui-même ne sont pas encore prêts de le voir cardinal, ou bien de voir un noir cardinal. Donc j'estime que c'est une révolution qui va encore attendre. Ça prendra du temps. Maintenant, j'estime qu'il faut renforcer la place de l'Église catholique au sein de l'Église catholique. Olivier, vous êtes sur la même lancée? Écoutez, c'est vrai les gars, Mbélé, permettez-moi d'avoir un regard historique pour plonger un peu dans le passé. Parce que depuis que le pape François, depuis le décès du pape François, on a eu droit, 20 avril dernier, on a eu droit à beaucoup de spéculations, selon lesquelles le prochain chef de l'Église catholique romaine sera originaire du continent africain. Ce que certains ignorent, c'est que selon les historiens, l'Église catholique romaine a déjà eu à avoir à sa tête des Africains. Allusion faite ici au pape Victor Ier, le pape Gélase et le pape Militades, qui étaient tous originaires de l'Afrique du Nord. Les mêmes historiens estiment aussi, curieusement, que les 3 souverains pontifes ont eu des liens avec le continent, le dernier ayant régné il y a plus de 1500 ans. Donc l'Empire romain à l'époque s'étendait sur l'actuelle Tunisie, le nord-est de l'Algérie et la côte de la Libye occidentale. Donc il faut le retenir, avant l'établissement de l'islam au 7e siècle, le christianisme était très fortement ancré dans la région de l'Afrique du Nord, qu'on appelle aussi le Maghreb. L'Afrique du Nord a été la ceinture biblique du christianisme. Donc maintenant, si l'on sait très peu de choses sur ces souverains pontifes d'origine africaine, on sait aussi qu'on s'accorde à dire qu'ils ont joué un rôle très important dans les débuts de l'histoire de l'Église catholique, et on s'accorde en même temps au niveau de l'Église à reconnaître que ces 3 souverains ont été des saints. Alors en 2025, vous voyez les mêmes personnages, les mêmes profils? Les profils africains, vous voulez dire? Oui, peut-être parce que c'est ce qui préoccupe un peu la presse. Bon, on a beaucoup discuté sur le candidat africain. On estime que le moment est venu. Il y a eu la Pologne, il y a eu l'Allemagne, il y a eu cette fois-là l'Amérique centrale. Maintenant, peut-être que le tour est venu à l'Afrique d'occuper ce poste-là. Bon, dans le contexte actuel, ça serait un peu utopique de le croire, mais je pense que mon développement veut simplement briser un peu ce sentiment qui laisse croire que ça serait une première de voir un souverain pontife africain. Mais si d'aventure, on ne sait jamais, si d'aventure cela est faisable, Monseigneur le cardinal Robert Sarah, qui est de nationalité guinéenne, venait à être élu pape, l'Église catholique va simplement perpétuer une tradition ancienne qui s'est déjà faite. Donc ça ne serait pas une première de voir un souverain pontife africain, mais honnêtement parlant, ça serait un peu difficile. Alors, du point de vue des relations internationales, ne perdons pas de vue le fait que le Vatican, c'est en Europe. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements profonds? On peut partir de l'Amérique pour l'Europe, rentrer en Europe, avoir un pape européen, je veux dire, ou alors on peut revenir en Afrique quand vous faites la relation avec ce qui se passe dans le monde. Tout à fait, on peut espérer que cela soit possible. C'est d'autant plus que nous assistons là à un contexte qui est beaucoup plus différent, c'est-à-dire sur le plan géopolitique, avec la naissance des BRICS, la multipolarité, où on voit bel et bien que l'Europe a du mal actuellement avec la naissance des nouvelles polypuissances à s'imposer, imposer son hégémonie d'antan. Donc, ça fait en sorte que l'Europe est dans une logique de pérenniser cette hégémonie mondiale. Et nous savons tous que ce que l'État du Vatican, autant pour moi, joue un rôle fondamental et qui
justement, il faudrait le relever. Le pape n'est pas seulement ce dépositaire du pouvoir religieux, c'est aussi un chef d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il jouit de tous les privilèges d'un chef d'État et une certaine influence dans les cercles même de la géopolitique internationale. Et l'Europe, justement, profite donc de cette influence de cet État pour se projeter sur le plan géopolitique et pérenniser aussi son hégémonie. Donc, à un moment donné, le Vatican est très, très important. L'Europe ne peut pas perdre ce grand État. Et il y a nous assistons beaucoup plus à une concurrence énorme avec d'autres parties du monde. Et l'État du Vatican joue un rôle très fondamental aujourd'hui. Donc, la compétition est rude. Je ne peux pas être péremptoire en disant que l'Afrique ne peut pas justement s'imposer. Au lendemain de la messe des funérailles très émouvante du pape François, on l'a tous observé, hein, c'était assez émouvant, une fébrilité grandissante enveloppe la ville éternelle Rome. Si vous allez maintenant, tout le monde parle du conclave qui commence donc, comme on l'a annoncé, le 5. Le prochain pape sera élu, selon les prévisions, entre le 5 et le 10 mai. Mais je ne voulais pas révéler votre identité religieuse. Vous êtes catholique, professeur. Qu'attendez-vous du prochain souverain pontife? Alors, merci Séverin déjà pour cette invitation et je salue sur ce plateau les copanélistes avec qui j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin. Merci. Ce que je pourrais simplement dire, parce que j'ai entendu les uns et les autres, c'est que si on regarde les statistiques actuelles, il y a à peu près 2 milliards 600 millions de chrétiens dans le monde. Et l'obédience catholique a la moitié de cet effectif. L'Afrique a 20% de cette population. Donc je ne pense pas que l'Afrique soit illégitime pour prétendre avoir... Personne ne l'a dit, hein? Non, je ne le prétends pas non plus. Mais on est parfois dans un conditionnement qui voudrait qu'on pense que l'Africain peut, l'Africain... Non, on a le droit d'être aussi en posture de conquérant, comme tous les autres. Et on a vu dans certains systèmes où on faisait la promotion de l'alternance, je ne pense pas qu'ils doivent avoir un système qui soit fermé à cela. Mais ceci étant dit, je crois que si on regarde l'évolution au cours de ces 10 dernières années, l'Europe a perdu à peu près 11% de ses chrétiens. À peu près 11%. Tout comme l'Afrique du Nord, qui était fortement représentée, a aussi énormément perdu au profit d'autres religions, notamment l'islam. Par contre, en Afrique subsaharienne, on a un gain de chrétiens, même si c'est vrai que les obédiences se diluent dans beaucoup de confessions, mais il n'en demeure pas moins que l'Africain est fortement attaché à la foi. Et c'est pour lui tellement important, et je vais parler là maintenant du Camerounais, on voit dans la société exactement comment ça se passe, c'est tellement important pour le Camerounais de s'accrocher à quelque chose, d'avoir une foi puissante, qu'il faudrait que le prochain pape, incarne les valeurs africaines. Et en ce sens-là, je pense que le rôle d'un pape doit être non seulement d'être proche des personnes vulnérables, et dans la Bible, elles sont toutes connues, hein, les veuves, les orphelins, les personnes handicapées, les personnes discriminées. Donc le prochain pape doit aussi s'intéresser au phénomène de marginalisation. Est-ce qu'on n'a pas peur de l'effet qu'a pu produire le débat sur l'homosexualité? On a plus ou moins mal interprété la position du pape, mais c'est resté quand même une tâche dans son pontificat. S'ouvrir, par exemple, aux valeurs africaines, professeur, est-ce que ce ne sera pas une rupture profonde? Parfois, il faut avoir, j'ai envie de dire, le courage de ses convictions. Et on a quand même la Bible qui est l'ouvrage de référent. Voilà, de référence pour la foi chrétienne. Et dans la Bible, il y a des choses qui ne souffrent d'aucun doute. Il y a un passage que j'aime bien, que votre oui soit oui et votre non soit non. Donc c'est vrai que quand des phrases et des discours commencent à être un peu alambiqués, ça porte préjudice à ceux qui ont envie d'avoir des réponses fermes. Et je pense que c'est un défi pour le prochain pape. Mais je reste fondamentalement convaincue que l'Afrique reste dans ses habitudes
le continent le plus proche de ce que représente et recommande la Bible. Donc, alors, pour désigner le nouveau pape, les cardinaux vont procéder à 4 scrutins par jour, 2 le matin et 2 dans l'après-midi, jusqu'à l'apparition de la fameuse fumée blanche. Je rappelle que la fumée blanche qui s'échappe de la chapelle Sixtine, alors, elle indique le résultat. Elle est noire si aucun pape n'a été élu. Elle est blanche si le nouveau pape est désigné. Et pour être élu, un candidat doit obtenir une majorité des 2/3 des voix. Une fois élu, le nouveau pape est immédiatement sollicité pour accepter la charge et choisir son nom. On l'a vu avec François. Maintenant, pour sortir peut-être de ce sujet-là, quel est le profil ? François, il a été réformateur, il a ouvert l'Église. Maintenant, le nouveau peut-être incarner les valeurs africaines, mais quoi dans les valeurs africaines ? Le monde aujourd'hui, il est ce qu'il est, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ? Est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques qu'il devrait incarner ? Olivier. Oui, moi, je pense que, à mon sens, il s'agit de définir quelle direction prendre après le pape François, qui n'est plus là. C'est-à-dire se focaliser sur les différences indéniables entre les pays du Nord et du Sud, notamment avec les conflits armés qui sont à travers le monde, l'évangélisation et la lutte contre les violences sexuelles. Et surtout, ce qui est plus important, c'est de se focaliser sur l'unité de l'Église, qui elle-même est au cœur des choix des cardinaux en ce moment. Donc je pense qu'il faut davantage orienter une autre vision du monde et de l'Église. C'est un enjeu majeur qui est de plus en plus polarisé. Et alors que l'Église catholique, avec son 1,4 milliard de fidèles, apparaît aujourd'hui avec des divergences de fond à l'intérieur des pays, mais aussi entre les continents. Donc si le défi de l'unité n'est pas nouveau, il faudrait... Mais est-ce que vous ne donnez pas trop de pouvoir à l'Église catholique ? On a vu ce que fait le président Trump en ce moment. Il donne une orientation au monde et tout le monde est au pas. Qu'est-ce que l'Église catholique pourra faire dans ce monde qui est changeant ? A un pouvoir certain, avec plus de, comme j'ai mentionné tout à l'heure, 1,4 milliard de fidèles. Donc c'est une puissance. Vous savez, la foi a une puissance... Sur le milliard 4 là, il y a beaucoup de pauvres. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pauvres et aussi beaucoup de riches, donc ils ont une certaine puissance. Donc je pense qu'elle devra jouer son rôle dans tous les cas, dans tout cet cet écosystème qu'on vient de définir, pour que nous ayons notre paradigme après le décès du pape François. Christian. Le prochain pape est face à plusieurs défis. Voilà. Maintenant, il y a une question. Vous avez évoqué justement la question de la crise des vocations. Oui, il y a ce problème qu'il y a à résoudre. Il y a... le résoudre comment ? Amener les gens à aller à l'église, à accepter l'église catholique. Comment il va résoudre ? Peut-être revoir la manière avec laquelle les messes sont organisées. Parce que le classisme, ou le classicisme qui s'est... Le rite. Ou le rite. Merci, c'est l'expression qu'il faut. Le rite qui s'est instauré dans la manière de dire les messes, qui est inchangé, qui est uniforme. Mais ça fait partie. Il y a l'orthodoxie, il y a de l'adaptation aux questions brûlantes. Tout à l'heure, on parlait de la position un peu clivante du pape. C'est des questions sur lesquelles il faut ou le mariage des prêtres. Oui, aussi, y compris le pontificat féminin. C'est des questions qu'il faut adresser. Il y a la question précise d'homosexualité. C'est vrai, peut-être ne se rend pas compte, mais ça éloigne de plus en plus les fidèles. Ça a clivé l'Église. Ça clive. Le mariage des prêtres. Le mariage des prêtres. l'Église. Tout ça. Y compris les scandales au sein de l'Église. On parle parfois des scandales sexuels. Il y a des scandales financiers. Je lisais tout à l'heure sur Internet qu'il y a un cardinal qui a été exclu carrément de l'élection du pape pour des questions de crise financière. Il faut installer une justice. Une justice pour les victimes aussi de l'Église catholique. C'est très important. Ça fait partie des éléments qu'on attend du pape. Mais personnellement, j'attends un pape un peu conservateur.
sur des questions... Curieusement. Oui, oui, sur des questions... En même temps, l'Église doit s'ouvrir. Oui, en même temps, il faut son culte. s'ouvrir, mais il y a des choses sur lesquelles il faut être intransigeant. Vous voyez? Il y a la question de l'homosexualité dont on parle. Et je le dis de façon assumée. Il faut avoir une position claire et ferme là-dessus. Il faut résoudre ce problème-là, il faut avancer. La question le rôle des femmes dans l'Église. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on permet aux femmes d'être diacres, d'être prêtres? Si c'est non, c'est non. Vraiment, comme elle disait tout à l'heure en évoquant un verset, il faut que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est des questions qui donnent c'est des questions qui donnent du grand à moudre aux contradicteurs de l'Église catholique. Ces positions parfois pas très claires. On ouvre un débat sur le pontificat, par exemple, des pontifes féminins, on le laisse de côté. La question de l'homosexualité, on n'est pas vraiment très précis là-dessus. L'omerta autour de la gestion même financière du Vatican. Je vais terminer en revenant sur la question africaine. Il faut renforcer le poids de l'Afrique. En Iglesia in Africa, qui a été proclamé ici, il y avait déjà eu une ouverture avec l'inculturation qui a mise. Et on a vu les choses. Est-ce que l'Afrique, c'est ça encore mise à l'écart? Il faut renforcer, c'est vrai. Il faut renforcer la reconnaissance des cultures. En acceptant par exemple la polygamie, c'est ça? Non. Oui, mais c'est une valeur africaine et que... Oui, je dirais oui, finalement. C'est une question. S'il faut justement... Et vous voyez l'Église catholique admettre ça? Les prélats catholiques ne seraient pas les mariages polygames. C'est tellement à cause du Vatican, mais il y a des prélats qui défendent cette polygamie, qui estiment qu'il faut la reconnaître au même titre qu'on veut imposer d'autres styles d'alliance. L'Église catholique mérite plus. Je m'abstiens de dire ou de penser que le prochain pape sera africain. On a pourtant les qualités, on a le mérite, que ce soit sur le plan numérique, que ce soit sur même l'implication dans le développement de l'Église catholique. Mais j'estime que pour le moment, on doit avoir plus de place dans cette Église et la papauté africaine viendra certainement dans les prochaines années. Pierre Cédric, on avance? Non, je suis le meilleur profil pour vous? Pour dire le meilleur profil... Il faut qu'il soit intellectuel, qu'il soit bon théologien. Au-delà de tout cela, il faudra que le nouveau pape puisse apporter un certain nombre de correctifs. Je suis d'accord avec Christian, ce qu'il a eu à mentionner, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des spécificités, culturelles de chaque partie de l'Afrique. Il vous a parlé de chaque partie du monde, autant pour moi, il vous a parlé de l'Afrique. L'Afrique a ses réalités, l'Afrique a son environnement culturel, c'est d'autant plus que l'Afrique, si on regarde au niveau de la représentativité et du poids au sein de cette Église, pèse énormément. Il faudrait donc une certaine reconfiguration des relations internationales. C'est peut-être plus difficile pour un pape, hein, parce que le Vatican, c'est un siège, c'est un tout. Et les valeurs intrinsèques dont on parle, ça vient de partout. Le continent américain, l'Europe, etc., l'Océanie, l'Asie, tout le monde voudrait savoir que je suis représenté, je suis concerné là-dedans. Alors, le pauvre pape qui arrive face aux pesanteurs, professeur, est-ce que vous pensez que ce n'est pas un rêve pour nous de dessiner cet homme idéal qui pourra occuper ce poste-là? Alors, c'est vrai. Moi, ce que j'aurais tendance à dire concernant le profil du prochain pape, c'est qu'il doit être à mi-chemin entre la modernité et les valeurs originelles, ou plutôt le statut assez conservateur de l'Église telle qu'elle était bâtie au départ, mais qu'il doit avant tout incarner et prôner la vertu. Et quand on comprend que on doit mettre la vertu devant, vous verrez donc qu'il y a beaucoup de maux de société qui relèvent d'un manque de vertu. Ça s'applique autant aux populations qu'aux dirigeants de ces populations. Donc je pense que le pape doit réincarner pleinement cette personnalité de la sagesse, de la foi, de la vertu, et ne pas avoir de crainte. C'est bien écrit dans la Bible, hein. Tu ne craindras point, je me tiens à ta droite. Donc un homme qui incarne une foi aussi puissante doit pouvoir exprimer aussi clairement ses opinions. Et donc, s'il met au-devant de son mandat la vertu, je pense qu'il saura trouver les mots pour les conflits armés, pour
La pauvreté dans le monde. Pauvreté dans le monde, pour la redistribution des richesses, pour une meilleure gestion. Les déviances qui nous envahissent. Voilà. Vraiment pour les attentats à la pudeur et toutes les situations qu'on voit en ce moment. Parce que ce que je disais tout à l'heure pour l'homosexualité, voilà, pour la polygamie, entendons-nous. On ne se lève pas un matin, ça c'était peut-être du temps de nos grands-parents où on faisait le choix des partenaires dès le berceau. De nos jours, pour trouver un partenaire, il faut scanner. En scannant, on est déjà dans le péché, si on peut dire ça comme ça. Donc, il faudrait être clair. Et d'un autre côté, quand je dis qu'il doit être à mi-chemin, ça veut dire que je vais prendre l'exemple de M. Dimadieu tout à l'heure, c'est que quand on assiste à certaines célébrations de messe catholique, surtout en français, parce que celles dans nos langues culturelles sont très animées, avec les balafons, elles sont très animées, mais quand on assiste à certaines célébrations en français, c'est assez lent, monotone, classique, et c'est tout l'inverse des nouvelles obédiences ça peut aussi être le qui sont très rythmiques. Ça peut aussi être le fait de ceux qui sont chargés d'animer. Dans un continent où on aime la danse et l'ambiance. Ces messes-là, c'est ça. Oui, ça peut aussi être le fait de ceux qui sont chargés d'animer ces messes-là, parce que vous vous dites bien qu'il y a des messes, vous assistez, vous avez l'impression que vous êtes ailleurs. Voilà. Le célébrant vous tient un discours qui ne vous concerne pas du tout. Peut-être qu'il vous parle d'Israël, d'Égypte, il passe 15 minutes à vous assommer avec ces termes-là. Et puis finalement, vous repartez. Pour captiver, il faut croire. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont plus de vocation et ont des métiers. C'est valable pour tous les corps de métier, y compris dans la foi chrétienne. Mais pour intéresser, il faut être passionné et il faut toucher des réalités. Si on a peur d'aborder certains sujets, parce que dans nos assemblées, il y a autant les tortionnaires que les victimes, ça peut être très compliqué d'avoir un discours qui rassure, mais je pense que pour intéresser, il faut être passionné. Le corps du pape François repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Le dernier hommage rendu au 270e pape de l'Église catholique romaine a laissé transparaître, comme l'indiquait le doyen du collège des cardinaux, l'image d'un pasteur qui avait une grande spontanéité et une manière informelle de s'adresser à chacun. Le pape François a véritablement partagé les angoisses, les souffrances et les espoirs de notre époque. Et il s'est dépensé pour réconforter et encourager chacun par un message capable de toucher le cœur des gens de manière directe et immédiate. Cela ne vous a certainement pas échappé. Le 23 avril dernier, le président de la République a signé un décret portant classement au domaine public artificiel des terrains nécessaires aux travaux de construction du corridor de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Il s'agit d'une infrastructure longue de 12 km en 2 voies rapides, 2 voies de contre-allée, allant de l'échangeur d'Ahala à la sous-préfecture de Tinga. Le journal L'Économie titre à ce sujet « Autoroute Yaoundé-Simalène, des expropriations en vue ». Plusieurs titres fonciers sur le linéaire de la section urbaine de cette infrastructure sont classés dans le domaine public artificiel. Alors, on est dans le timing. Il y a lieu d'avoir des doutes sur le calendrier annoncé, parce que cette fois, au moins, on espère que ça va commencer. Olivier. Écoutez, chaque fois que l'État juge nécessaire de faire un investissement déclaré d'utilité publique sur divers domaines infrastructurels, des dispositions prévues par la loi impliquent l'accompagnement des mesures d'expropriation sur le site visé par le projet de construction. Alors cette opération qui vise l'expropriation d'une cinquantaine de titres fonciers, comme vous l'avez mentionné, concerne également des terrains immatriculés, des domiciles et des biens situés sur le long de ce corridor de 12,3 km. Cette situation a été longtemps évoquée en coulisses. Et bien, à ce jour, on peut dire que cette opération est désormais encadrée de manière légale et officielle avec la force d'un décret présidentiel signé le 23 avril 2025 par le chef de l'État, M. Paul Biya. Ceci est un préalable nécessaire pour la réalisation des travaux de cette infrastructure routière de l'autoroute Yaoundé-Simalène dans sa section urbaine, ça il faut le préciser.
Ce qu'il faut savoir aussi est que les expropriations de ce corridor seront complètes et ou partielles, telles que définies dans les dispositions de l'acte présidentiel qui les situe, comme vous l'avez si bien indiqué, dans le domaine public artificiel. Alors, connaissant nos habitudes, est-ce que ce n'est pas une grosse pagaille qui s'annonce là? Expropriation, ça sonne argent, non? Je suis bien entendu. Allez-y. Ok. Pour ça Allez-y. Je suis un peu amusé par tout ce qui se passe autour. Ce que Olivier dit. Non, ce qu'Olivier dit, on dirait on a fait un conseil du ministère des Travaux publics ou bien du ministère du Développement, de l'urbanisme. Bon, je suis un peu amusé par ce projet qui a démarré en grande pompe en 2014. 2014, on annonçait ce projet comme étant l'un des éléments qui allait promouvoir la ville de Yaoundé. Mais la section rase campagne est déjà faite. Non, laissez-moi continuer, Olivier. Ce projet faisait partie des grands projets infrastructurels de la CAN 2019. Souvenez-vous, en 2019, qui a connu un glissement en 2021. La CAN s'est déroulée en 2021, l'infrastructure n'est pas fonctionnelle. Ou du moins, une partie, juste une petite partie a été construite. Ce projet avait été annoncé pour un financement de 38 milliards. Aujourd'hui, on a plus de 100 milliards. On annonce les indemnisations qui vont à 200 et poussières de milliards. Monsieur Alegambele. Ça veut dire qu'on a lancé un projet en 2014. La question des indemnisations n'avait pas été entièrement réglée parce que sur le terrain, il y a des populations qui ont reçu des indemnisations. Il y a eu, les indemnisations ont été mal gérées pour certaines. Certains ont reçu des indemnisations, mais il y a toujours des grincements dedans, il y a des revendications. C'est un sérieux problème, cette façon de faire. Ce chantier met clairement en avant, comme beaucoup d'autres chantiers, la question de défaut de planification, les lourdeurs administratives et des conflits d'intérêts évidents. Vous vous souvenez que même avec l'entreprise chinoise qui construit ce chantier, l'État a eu des soucis. Soyons sérieux. Et je vous dis encore, le décret ne garantit pas que d'ici quelques temps, les financements seront disponibles. Je vais vous prendre un projet que j'ai visité en 2015 du côté du sud, la route Saint-Mélima-Ouesso, qui doit relier le Cameroun au Congo-Brazzaville, où des populations se plaignaient justement des questions d'indemnisation. Et l'ancien ministre des Travaux publics leur disait, votre agent, le président de la République a décidé du décaissement de vos indemnisations, mais elles sont bloquées au Premier ministère. Ce qui avait créé un scandale à cette époque avec le ministre Patrice Ambassala. Donc, on n'est pas encore au bout du tunnel. Professeur Sakran, il faut encore peut-être attendre. Sakran, la section urbaine de Yaoundé-Simalé. Je crois qu'il faut d'abord saluer le projet en lui-même, parce que l'amélioration du réseau routier urbain est nécessaire. C'est indiqué. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, ça ne pose pas de problème. Ce qui, par contre, pourrait faire grincer des dents, c'est s'il y a une inadéquation entre les délais d'expropriation, les délais de début de chantier et les délais d'indemnisation. Si les choses ne sont pas faites dans un séquençage précis, ça pourrait... Le chantier devait être arrivé en 2019. Nous sommes en 2025. Oui, mais les imprévus, ça va arriver. Même dans les constructions de nos propres maisons, ce qui est encore possible. On peut avoir un calendrier établi et on échoue. Ça devient régulier. Quand ça devient régulier, c'est un problème quand même. Tout à fait. Mais le souci est qu'il faut qu'on fasse l'autopsie du calendrier dans la globalité. Et comme je ne suis pas experte de travaux publics ni de droit foncier, encore moins des infrastructures, mais je pense que dans une certaine logique, il faudrait exproprier d'abord, puis construire. Et pour exproprier, il faut avoir indemnisé pour permettre aux différentes populations de s'installer là où elles sont censées s'installer. Donc si le séquençage est mal fait, ça peut justement amener à la grogne sociale, mais l'intention est bonne. Il faudrait juste qu'on fasse l'autopsie et qu'on s'améliore. Moi, je vis dans la société, je ne sais pas là où vous vivez. Je regarde ce qui se passe autour de moi. Il y a eu la SCDP. On a donné de l'argent aux gens, ils devaient partir parce que l'environnement n'est pas sain. À la suite de la catastrophe d'Ensam. Ces gens, ils ont pris de l'argent, ils sont restés là. Ils sont restés. Et actuellement, le tracé de cette section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalé, tel qu'on l'envisage, il y aura
des destructions de biens. Tout à fait. Et Important. il y a des gros blancs là-dedans, Important. il y a des hommes de pouvoir là-dedans. Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ma question de fond. Non, en réalité, ce sujet pose deux problèmes. Le problème de la maturisation des projets, c'est-à-dire qu'il faut maturer nos projets. Important. Et ce sont des économistes ne font que maturer cela. Mais ce projet, il est quand même mature, non? Il est mature, Voilà. et il y a ce qu'on appelle, il y a un autre problème, c'est-à-dire que ce que Olivier appelait le leader administratif et le problème de non-mentalité. En réalité, c'est-à-dire que l'État met en place tout un écosystème, parce que quand il faut que le projet soit opérationnel. Au-delà des financements, on va parler des financements, au-delà des sociétés qui vont réaliser ce projet, il faudrait justement passer à la phase d'abord d'indemnisation. Je suis d'accord avec le professeur, c'est-à-dire que le projet est déjà là, il faudrait aller auprès des populations parce que les autorités administratives subissent des pressions énormes dues à ces lenteurs administratives où on ne sait pas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas justement une traçabilité entre les sommes annoncées et les gens qui gèrent de manière opérationnelle ces sommes. Même la société qui va gagner le marché, on ne sait véritablement pas ça. Donc cette opacité, autant pour moi, financière, crée d'autres situations auxquelles nous assistons aujourd'hui. Donc moi je pense que l'État devrait revoir sa manière de fonctionner, c'est-à-dire que mettre en place un plan d'action qui consiste non seulement à communiquer auprès des populations qu'il y a tel projet qui est en vue, et voilà, en fonction des dommages qui seront causés, voilà ce que chacun va percevoir en termes d'indemnisation. Il faudrait aussi que l'État, à un moment donné, puisse mettre l'accent sur le cahier des charges. C'est-à-dire l'entreprise qui vient aussi gagner ce marché, est-ce que cette entreprise est compétente à réaliser? Parce qu'on s'est retrouvé avec des entreprises fictives, même des entreprises qui sont dans l'incapacité dans l'incapacité opérationnelle de réaliser les 10 projets. Donc, il faut analyser tout cet écosystème, mais aussi un problème de mentalité. Il faudrait que les gens, lorsqu'on vous confie, vous avez une parcelle de responsabilité en ce qui concerne la réalisation des projets, il faudrait une certaine rationalité dans la gestion. Et aussi avoir la culture de rendre compte. Parce qu'à un moment donné, il y a un budget qui a été alloué, mais on se rend compte que les gens ne communiquent pas, on ne voit pas une certaine visibilité entre les sommes qui sont dédiées pour ce projet et l'impact réel sur le terrain. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait que l'État puisse tenir compte de cet écosystème, tous ces paramètres-là, pour que nous ayons justement un projet réalisé à l'exemple du palais de verre de Paul Biya, qui a été justement très très rapide. Justement, parlant de Paul Biya, je veux juste souligner que ce projet d'autoroute Yaoundé-Simalène va traverser 3 mandats. Hein. Il a été fait sur les grandes ambitions. Les grandes ambitions sont passées. Le projet n'est pas terminé. On va gagner peut-être les grandes, je ne sais pas quoi demain. Voilà, mais je pense aussi, c'est vrai, que la notion de redevabilité dont Pierre-Cédric parlait est importante. Parce que si on se met à la place du citoyen, qui n'est pas forcément au fait de toutes les procédures qui peuvent mener à son expropriation, je crois qu'il y a nécessité de clarifier la situation, de déterminer les responsabilités de chaque intervenant. Quand on décide d'exproprier une population, qui est en charge de l'expropriation, qui est en charge de l'indemnisation, quels sont les délais pour toutes ces tâches-là. Et il faudrait que ce soit en adéquation avec la phase de construction. Et je pense que si tout ça est réglé, même si ça prend un temps que Christian n'arrive plus à compter, le plus important, c'est que ce qui a été commencé puisse aboutir sans qu'il n'y ait de préjudice évitable. Le préjudice financier, déjà, il est énorme. Ce qu'on met sur ce chantier aurait pu construire au moins 3 autoroutes de cette nature, pour la ville de Yaoundé, par exemple. Alors, Olivier? Christian est très envers ce dimanche. Non, ce sont des faits. Il faut reconnaître que sur l'état des lieux de la section urbaine de cette autoroute Yaoundé-Simalène, la première pierre en guise de travaux de construction avait été posée le 18 décembre 2023. Je parle bien de la section urbaine. À date, véritablement, rien n'a changé depuis le 18 décembre 2023. Mais toutefois... Non, mais il y a eu quand même les audiences publiques
Tout à fait. Pour tenir compte du volet environnemental, la protection de l'environnement, et le ministère de l'Environnement a donné un certificat de conformité. Effectivement. Donc quelque chose a changé. Tout à fait. Bon, pas véritablement, ça il faut le reconnaître. Mais pour les populations, on ne sait pas si Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Célestine Ketchakotes a d'ailleurs reconnu lors de la 10e session du COPIL, dont elle est la présidente, le comité interministériel du pilotage de ce projet, qu'il y a eu des formalités qui sont restées jusqu'à présent non abouties. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons le décret présidentiel qui est déjà là, qui va régulariser les expropriations. Il y avait le visa de maturité, comme disait Cédric tout à l'heure, qui est un préalable important parce qu'il faut maturer les projets et il faut le visa de maturité dans un projet de cette envergure. Donc, il y a aussi la validation de quelques avenants techniques indispensables à la poursuite des dits travaux. Tout ça donc, se gère avant. c'est un appareillage de formalités administratives qu'il fallait implémenter. C'est connu, Olivier. Pour c'est connu. C'est dans la mécanique des chantiers. Oui, mais ça ne se passe pas comme ça, Christian. Non. Écoutez, il faut reconnaître que... Je ne suis pas sûr que même le ministre de l'Urbanisme était ici, elle ne reconnaîtrait pas ce que je dis. Vous voyez l'émotion que je mets dans ma prise de parole est la même émotion qui m'a animé lorsque ce chantier était lancé en 2014. Je me souviens mes écrits sur ce sujet. J'avais annoncé ce projet en grand. La RAS campagne a été livrée en 2022, 7 ans après son lancement. Je vous dis que ce projet devait être bouclé en 2019, M. Olivier Mbele. Quand je l'ai dit, il n'y a plus de débat. On est largement... Le débat pour se poursuivre. Non, on est largement... Les délais sont largement dépassés. Hein? Discutons de la suite en souhaitant que le décret chef de l'État vienne finalement faire livrer ou faire avancer ce chantier et qu'enfin, qu'on le voie réaliser. Je vous disais que ce projet a été passé 3 mandats. Il est lancé en 2014. On a eu un autre mandat en 2018 qui est en train d'achever. Il va entamer le 3e mandat. Le projet n'est pas livré. En plein centre-ville. Un projet qui était censé être un élément de valorisation de la capitale de Yaoundé lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Une canne qui a glissé. Voilà. On a 4 ans plus tard, rien n'est fait. Clé, Christian Dumadé. Bon, on espère. Je partage votre optimisme. Et ce décret nous donne plus de force de croire que jusqu'à la fin. La réalisation finale de ce chantier est engagée. Tout à fait. Moi j'ai une inquiétude par contre que dans ce projet, c'est le problème de recasement des personnes impactées par la réalisation des travaux de cette infrastructure. Est-ce qu'une fois les indemnisations engagées, l'État va pouvoir complètement procéder au recasement des personnes impactées? Ça, il faut vraiment s'en inquiéter parce que par le passé, on a vu des situations similaires, que ce soit ici à Yaoundé ou que ce soit dans les autres régions du Cameroun. On n'a pas réussi à recaser les gens qui ont été impactés par... Alors, on parlait de l'aménagement des espaces de localisation au quartier Oudja, au quartier Lezoa, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça tient toujours. Oui, c'est l'information qui reste valable jusqu'à présent. Donc, il faut se la poser nécessité de communiquer parce qu'il faut justement mettre l'accent sur la communication. Exactement. Et d'après le journal Défis actuels, citant le document de programme d'investissement prioritaire 2024-2026, je crois que je suis dans les chiffres de Christian, les travaux ont un coût global de 379 milliards de francs CFA. Nous sommes en année électorale. Je crois qu'il faut tenir compte de ce paramètre. Est-ce que ce projet, est-ce que le temps est bien choisi pour en parler? Dégager les gens sur le tracé du corridor, chercher encore les procédés d'indemnisation, la relocalisation, est-ce que... Non, c'est un peu difficile parce que ça, c'est un travail qui aurait dû être fait en amont. Est-ce qu'il y a eu un travail préalable par rapport au recasement? C'est très, très important. Ne soyons pas pessimistes sur toute la ligne. Hein. Non, je préfère l'optimisme. Non, je ne suis pas pessimiste. Peut-être que les choses vont se déclencher, on verra bien le projet. Mais ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y aura des grincements dedans parce que... Tout à fait. Olivier, on va sortir de ce sujet. Oui, en sortant, on va rester peut-être dans l'esprit de l'optimisme, on ne va pas être pessimiste. Et je dois dire que, peut-être ça ne va pas plaire à Christian Dumadé, l'objectif des pouvoirs publics en engageant les travaux de cette infrastructure vise à favoriser le développement d'une nouvelle zone d'activité sur l'axe menant à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène et au niveau de l'entrée sud de la ville de Yaoundé. C'est ça l'objectif et c'est une avancée. Et vous savez, les gouvernants actuels peuvent utiliser cet argument
à leur profit par rapport aux échéances politiques qui arrivent. Donc il est nécessaire de faire avancer les choses. Non. Je pense, je crois. C'était bon pour l'élection de 2018. Et c'est tout bénéfice pour les populations et pour même l'économie du Cameroun. Ça devient un enjeu électoral? Non, à quelle heure? C'est comme on dit au quartier, à quelle heure? Vous avez vu, récemment, il y a les 2 passerelles dessus l'autoroute ont été inaugurées, je crois que c'était au mois de février. Et je crois que finalement, on avance petit à petit vers la phase de la clôture de ce projet. Ce projet est... Peut-être les Camerounais ne connaissent pas assez. Peut-être qu'il faut aller checker un peu sur Internet. La maquette de ce projet devait rendre Yaoundé un petit paradis. Je me souviens, je voyais en plein cœur de la pause centrale, il devait y avoir une sorte d'échangeur. Super, j'étais surpris. Il n'y aurait plus de nid de poule. En principe. Encore moins de poubelles. Voilà. Vous voyez qu'on peut, à travers un pareil sujet, on peut ouvrir d'autres angles. J'étais étonné de voir la construction devant le Premier ministère du monument J'aime mon pays. Je ne sais pas, je ne me souviens plus très bien de la forme du projet, mais je crois qu'il y avait un échangeur qui devait passer à la pause centrale. Je ne suis pas certain que ce projet de monument était prévu dans ce cadre. Peut-être qu'on va le démolir, ça va servir à quoi de le construire, lui qui a coûté beaucoup de milliards. Je n'en sais rien, mais je m'interroge parce qu'il ne faisait pas partie du plan de réaménagement de tout l'accès central, de la pause centrale. Parlons de la Journée internationale du travail du jeudi 1er mai pour cette année 2025, selon la note officielle. Le thème de la 139e édition de la Journée internationale du travail était « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein ». Et comme chaque année, la fête du travail a donné lieu à un défilé. Il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas qu'on parle de la fête du travail. Bon, permettez-nous de le dire comme ça. Elle a donné lieu à un défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé, un défilé présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants des missions diplomatiques accréditées au Cameroun. L'occasion était tout donnée de passer en revue les acquis des travailleurs camerounais et de faire le point sur les défis auxquels ils sont confrontés. Est-ce que les travailleurs comprennent vraiment le sens de cette journée? Tel qu'on a vu au boulevard du 20 mai, tel qu'on a vu ailleurs, la soirée du 1er mai était très arrosée. Hein? En entreprise, dans les débits de boissons, un peu partout. C'était ça la fête, c'était ça la journée du travail. Ça fait partie de nos us. Tout à l'heure, on parlait de nos cultures. C'est ça qu'il faut intégrer au Vatican? Non, non. Non, peut-être pas du tout. On parlait de nos us et coutumes, la danse, l'ambiance. La musique. Mon sentiment, c'est qu'on va de fait de danse en danse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Quand vous dites qu'au Cameroun, moins de 20% de travailleurs juste d'une assurance retraite, assurance accident de travail, et tout ce qui va dans le domaine des assurances, ça reste un véritable problème. Il y a un défi. C'est un véritable problème. Sur une échelle peut-être de 15 employés, vous avez à peine 2 qui sont assurés. Il y a un patron de presse qui est là, peut-être qui peut en dire plus. Mais le discours officiel, c'est tellement précaire. Ça fait des années dans la gradation. Toujours, on voit que le discours officiel, on parle du dialogue social, on parle du travail décent. Qu'est-ce qu'on met dans? Est-ce que vous comprenez le contenu de ces expressions-là? Oui, écoutez, Séverin, au-delà des parades folkloriques et des discours officiels pour faire... des discours officiels très cosmétiques pour faire beau, il faut reconnaître que le dialogue social... C'est un peu méchant? Non, c'est un constat. Il faut reconnaître que le dialogue social dans le milieu professionnel au niveau du Cameroun est très peu usité pour chercher les solutions consensuelles aux problématiques rencontrées dans l'environnement de travail. Mais dans le milieu universitaire, on voit quand même les universités, les syndicats universitaires qui discutent avec les patrons et parfois on arrive à lever des mots d'ordre de grève. Professeur, lui, il estime que le dialogue social, ce n'est pas la chose la mieux partagée. Disons que toute œuvre est effective. Tout à fait. Toute œuvre est améliorée. Mais je pense qu'il faut voir le problème sous plusieurs angles. Il faut voir ça du point de vue du travailleur lui-même. Et ça doit se faire déjà au sein de son entreprise avant d'être vu au sein de la société camerounaise. Chacun, à son niveau, doit participer à améliorer les conditions de ses travailleurs. Tout comme l'employé doit participer à améliorer les conditions de son cadre de travail. Donc, il faut pouvoir fournir les
éléments nécessaires à la compréhension du travailleur de ses droits. Donc il faudrait pouvoir davantage vulgariser les droits du travailleur, tout comme ses obligations. Parce que c'est facile de dire on n'a pas le droit de, mais il faut aussi dire quels sont les droits du travailleur. Deuxième élément, c'est qu'il faudrait qu'on puisse réguler davantage. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait, c'est une piste de réflexion, hein, mais qu'au sein de chaque entreprise, qu'il y ait une cellule en charge de s'assurer de l'effectivité des mesures visant au respect, à la connaissance puis au respect des droits des travailleurs. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait des instances de dialogue au sein de l'entreprise avec tous les employés. Ce n'est pas seulement une affaire de syndicat. Le syndicat, c'est un organe, mais il y a également les délégués du personnel qui sont une autre voie du dialogue social, mais il y a également la communauté des travailleurs. Justement, pour ces délégués du personnel, il y en a qui estiment que l'État a encore la mainmise sur le choix des délégués, ce qui gêne un tout petit peu. Mais est-ce que le fait que l'État ait la mainmise sur le choix des délégués du personnel enlève le libre arbitre aux délégués du personnel? Quand on est délégué du personnel, la première mission est quand même de porter les problèmes du personnel. La manière de le faire peut changer parce qu'on a été nommé ou désigné ou tout ce qu'on veut, mais ça reste la première mission du délégué du personnel, c'est de parler pour le personnel. Vous ne pouvez pas demander au chef de l'État de parler de quelqu'un d'autre ou d'une autre population que la population camerounaise. C'est la même chose pour le délégué du personnel. Il est là pour porter les problèmes du personnel. Mais à part le côté employé, on va dire ça comme ça, ou travailleur, il faut maintenant regarder le côté de l'employeur. L'employeur, est-ce qu'il est satisfait de ses employés? Parce que c'est un jeu d'équilibre. Il faudrait pouvoir respecter les droits des travailleurs, mais il faut aussi préserver l'outil de travail, parce qu'à force de demandes, si la structure ne survit pas, on n'a pas atteint l'objectif. Donc, il faut trouver un juste milieu dans ce dialogue social pour que les attentes des uns fassent quand même communion avec les possibilités de l'autre. Et les problèmes naissent quand on a un sentiment de mauvaise foi. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des ressources, mais on ne les met pas à disposition. Et là où moi, je peux parler de manière un peu plus pointue, parce que je suis médecin d'abord, avant d'être chirurgienne, c'est qu'on se rend compte qu'il y a très peu d'entreprises qui ont une couverture santé pour leurs employeurs. Or, on sait qu'il y a des maladies professionnelles. On sait qu'il va y avoir, selon certains corps de métier, une dégradation attendue de nos organismes. Alors, si rien n'est fait pour anticiper ça, forcément, quand les problèmes sont là, ce qu'on voit d'habitude, c'est que l'employeur se débarrasse de l'employé, mais c'est un employé qui va être mécontent parce que, un, il n'a pas été assisté, deux, on n'a pas anticipé sur ce qui était attendu, et trois, il ne gagne pas forcément après la retraite parce qu'on ne sait pas s'il va être pris en charge, si ses cotisations ont été payées. Donc, je crois qu'il faut subdiviser le problème parce qu'il semble plurifactoriel. Bon. Je voulais rebondir à la suite du professeur Ngoyamben pour dire que dans le secteur public comme privé, les crises sociales ont toujours été un corollaire lié soit au rejet du dialogue social ou à son usage partiel par l'une des parties, c'est-à-dire les employeurs et les employés. Pourtant, la préservation de la paix sociale implique l'usage permanent du dialogue social inclusif pour favoriser les gages d'une société en progression avec des conditions d'un travail décent, ce qui ne se fait pas dans notre environnement. Il y a toujours on est toujours engagé dans un contexte permanent de conflits inutiles où on instrumentalise même parfois certaines crises sociales au détriment du dialogue social qui doit être permanent. C'est-à-dire que c'est une prescription, s'il faut parler ainsi, comme chez les médecins, quand on vous prescrit une ordonnance que vous devrez respecter en permanence pour maintenir cet équilibre, ce climat social en entreprise ou dans toute autre société où cela est nécessaire. Donc, le professeur a dit quelque chose. Ça se passe mal quand on se rend compte que les ressources sont disponibles mais sont mal distribuées. Tout à fait. Ouais. C'est là où vient le problème. Et Christian en parlait tout à l'heure dans le cas, évoquant le cas de la presse. Vous avez des patrons,
peut-être qu'on a un patron. Vous avez les patrons de la presse, des journaux qui roulent carrosse, comme on dit, mais tout à côté... Le cas d'Olivier, certainement. C'est pas exactement, mais tout à côté, c'est la misère totale. Tout cela, vraiment, est-ce qu'on peut parler de dialogue social à ce moment-là? Non, on ne saurait parler du dialogue Encore social. moins de travail décent. C'est d'autant plus qu'il faudrait établir les responsabilités. Je suis d'accord avec le professeur. C'est-à-dire, autant on indexe l'employeur, on doit indexer même le travail en question, on indexe l'État. Il y a tout un écosystème qui doit être mis en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'employeur doit connaître ses obligations. Parce que d'habitude, ces différentes crises sont dues justement au fait que des employeurs ne reversent pas les cotisations sociales. Donc, il n'y a pas une sécurité sociale en réalité en cas d'accident. Et aussi, les employeurs doivent respecter leurs engagements vis-à-vis de l'État. L'État doit mettre l'accent sur la viabilisation même des différentes entreprises. Est-ce que l'employeur qui crée la société est capable de remplir un ensemble d'obligations, à la fois fiscales, un ensemble d'obligations relatives justement à la sécurisation de ses employés? Ça pose problème. Moi, je voulais relever un autre aspect, parce qu'on parle, dans nos échanges, on évoque plus le secteur formel. Il faut relever que la majorité des travailleurs sont dans l'informel. Tout à fait. Et c'est une réalité dont il faut tenir compte. Vous ne les voyez pas défiler au boulevard du 20 mai. Si, ils vont. Ils sont très peu, Bon, du moins, le défilé n'est qu'une parade. Oui. S'ils sont informels, ils sont informels. Ils sont informels. Vraiment, c'est un secteur... Dans la régulation, c'est un secteur qu'il faut réguler, qui est toujours emprunt au problème de régulation. Vous avez la question du sous-emploi. Les gens sont employés, ils gagnent 41 000, Olivier. Est-ce qu'on peut vivre avec 41 000 à Yaoundé? Vous direz comme un ministre avec Guy qu'on peut vivre au Cameroun avec le SPIC. Olivier là-bas. Olivier, voilà. Olivier, voilà. Je parle de Sévérin. La question du sous-emploi. Vous avez beaucoup de diplômés qui sont sous-employés. C'est un véritable problème. C'est une main-d'œuvre qui se meurt, pour ainsi dire. Vous avez la question de la considération, le non-respect de la considération pour la discrimination vis-à-vis des femmes, par exemple. Vous avez toujours dans certains services des femmes qui touchent... ça c'est des cas rares. Je crois qu'au Cameroun, on a fait un effort. Ne soyez pas si péremptoire. Voilà. Vous avez toujours des femmes qui touchent moins que des hommes. Je retire mon propos. Pourtant occupant des mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, mais vous avez des femmes qui touchent moins que des hommes. Vous avez, en plus de cela, vous avez toujours la faible représentativité des femmes au niveau des postes de décision. Laissez-moi être votre avocat. Elle trouve en vous volontiers. Voilà. Un très bon avocat. Voilà. Vous avez très peu de femmes à des postes de décision. Ça reste un véritable problème. Pourtant, les femmes démontrent au quotidien qu'elles ont autant les capacités que les hommes de gérer certaines affaires. Et je suis de ceux qui pensent même qu'il vaut mieux avoir une structure avec plein d'employés femmes. Elles sont peut-être parfois plus efficaces que les hommes. C'est un avis personnel. Donc, c'est des questions de discrimination qu'il faut absolument adresser. Maintenant, l'environnement du travail, on parle des syndicats, connaître le code du travail. Vraiment, ça c'est de la littérature. Hein. Quand vous regardez le fonctionnement de nos entreprises, les questions de droits du travailleur, on les met de côté, carrément. C'est-à-dire que ni les patrons ne les respectent, ni les employés même ne se font défenseurs. Après, si vous voulez faire défenseur du code du travail et de vos droits, monsieur, on vous montre la porte. Et dans un contexte où l'emploi n'est pas la chose la mieux partagée, on se contente d'aller au guichet à la fin du mois pour ceux qui ont la chance d'être bancarisés. Donc, je suis aussi au regret, peut-être que je sors par là, de remarquer que même les multinationales qui viennent, le marché central de Yaoundé, plein d'étrangers, ils viennent appliquer des salaires de 40-50 000. C'est un problème, c'est Véran Legambélé. Il faut protéger ces Camerounais. C'est pas normal. Et je sors définitivement sur la question en disant, si aujourd'hui on a la faiblesse, on a la faiblesse de créer beaucoup d'emplois, j'estime qu'aujourd'hui, il faut adapter l'école à la vie quotidienne. Il faut former les enfants à l'intelligence économique. Il faut former les enfants à le développement personnel.
Parce qu'il faut apprendre aux enfants comment exploiter leur partie de leur environnement pour créer des affaires. Parce que si on n'est plus capable de créer des emplois pour la jeunesse, il faut que cette jeunesse puisse être dans la posture de pouvoir développer des business. C'est très important à mon sens. Alors, les journées mondiales se suivent. Hein. Après la journée à la fête du travail, il y a eu la journée mondiale de la liberté de la presse, et on en parlait déjà. Vous savez que c'est l'occasion pour l'UNESCO, hein, le 3 mai, c'était un jour mémorable pour l'UNESCO. Ce jour-là sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse. Il y a l'éthique professionnelle. Alors, dans notre contexte, je vais entendre les journalistes là-dessus, et peut-être vous autres qui regardez comment fonctionne le monde, le milieu des médias au Cameroun. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Je préfère vous poser la question d'abord de la publication. Pourquoi lui d'abord? C'est un employeur. Alors, est-ce qu'on a avancé, Olivier? Est-ce que vous avez plus de facilité? Les sources d'information vous sont ouvertes? Vous avez plus de facilité à travailler aujourd'hui? Oui, écoutez, on ne peut pas faire la fine bouche. Hein. Depuis l'ère du multipartisme, il y a 25 ans, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la liberté d'expression. On a moins de cas de répression et d'emprisonnement des hommes de presse et des professionnels des médias dans le cadre de l'exercice de leur métier. Ça n'existe plus, même si de temps en temps, il y a des dérives et des abus dus à des comportements d'excès de zèle de certaines autorités. Là, on peut se satisfaire de cela parce que je vous invite à faire un tour dans la sous-région en Afrique centrale, c'est-à-dire qu'en Guinée équatoriale ou au Tchad, le Cameroun est un paradis démocratique, au moins au niveau du respect de la liberté d'expression au Cameroun. Lorsque vous regardez le paysage médiatique, que ce soit digital, la presse écrite, la presse audiovisuelle, les journalistes travaillent sereinement et en toute quiétude. Maintenant, à côté de cela, il faut s'indigner du fait que dans le contexte démocratique, dans la culture démocratique, il faut bien que après cet épanouissement éditorial, qu'on puisse permettre aux journalistes d'avoir des conditions de travail décentes, comme on en parlait tout à l'heure, notamment sur le plan économique. Et c'est sur cet aspect que je vais davantage m'appuyer en faisant recours aux recommandations fortes des États généraux de la communication qui se sont déroulés ici à Yaoundé en 2012, où l'atelier qui a suscité mon intérêt était celui de la viabilisation économique des médias, qui est un problème crucial. Parce que quand vous regardez sur un plateau, sur un tableau synopsis, vous regardez ce qui se passe au Sénégal, au Gabon tout à côté et même au Tchad, vraiment ce qui se passe au Cameroun est lamentable de la part des pouvoirs publics. Vous avez l'aide à la presse quand même, non? Non, on ne devrait plus parler de ça. On devrait parler de l'aide. Mais ça existe? Elle existe, mais on devrait changer de paradigme, parler plutôt de la subvention. C'est un projet qui existe, qui a été inscrit dans les recommandations des États généraux. Mais malheureusement, pour des raisons que nous ne comprenons pas aujourd'hui, il y a eu des comités ad hoc au MINCOM qui ont siégé sur la question pour aboutir à la mise sur pied d'un compte d'affectation spéciale avec les ressources administratives et financières de l'ordre du milliard pour pouvoir permettre à la presse de mieux s'épanouir. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on en est encore à ce traitement résiduel qui ne permet pas à une presse économiquement forte de s'épanouir. Une presse qui est sinistrée économiquement ne peut pas véritablement faire son travail. On ne peut que vivre ce qu'on vit aujourd'hui avec des avis divers et des clichés que nous avons aujourd'hui, parce que, voyez-vous, dans un contexte de précarité ambiante, je ne vois pas comment est-ce qu'une entreprise de presse viable peut véritablement s'émouvoir. C'est difficile dans ce contexte. J'aime bien le thème de cette année, informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. C'est un élément nouveau dans le milieu de la presse. L'intelligence artificielle a un avantage certain dans l'amélioration de nos conditions de travail et même d'accès parfois à certaines sources. Je vous prends un exemple. Mais ça vous rend paresseux? Puisque la collecte n'est plus faite... Comme dans tous les corps de métier.
Oui, ça aide. C'est-à-dire que on peut expliquer la paresse, mais il ne faut pas regarder le verre à moitié plein. Il y a également un autre aspect très important qui est l'amélioration, la facilitation du travail. Et c'est une bonne source d'information. Oui, c'est une bonne source d'information. Il y a des outils. Qu'il faut critiquer par la suite parce que... Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, je peux faire enregistrer ma voix dans un milieu bruyant et grâce à l'intelligence artificielle, j'introduis mon élément dans une application et ma voix ressort sans bruit ambiant. Ça, c'est une avancée, c'est vrai. On ne peut pas le dénier ou dire qu'on va utiliser d'autres moyens parce qu'il y a des contraintes parfois pour lesquelles l'intelligence artificielle s'avère nécessaire pour les surmonter. En matière d'accès à l'information, quand vous voulez aller très rapidement, une question à l'intelligence artificielle, elle vous produit des éléments up-to-date. C'est parfois très important avec des sources. Maintenant, sur la pratique même du journalisme, c'est vrai. À l'instant où on vous parle, à ce moment où on parle, le corps d'un homme de médias est toujours barricadé suite à un crime. Vous parlez de Martinez Zogo. Il ne faut pas ignorer ça. Et ce corps, tant qu'il est couché là et que la justice n'est pas faite dessus, je vous garantis qu'aucun journaliste ne peut travailler en toute liberté, parce que c'est comme une épée Damoclès. Ce corps qui reste là, et une justice qui n'est pas rendue, avec des interminables de renvoi de procès. Oui, mais vous allez attendre la chance de suivre ce dossier-là de près. C'est les questions de procédure. Quand vous saisissez la justice, elle fait comme elle doit le faire. Oui. Donc, actuellement, on est à la cour d'appel, parce qu'il y a eu appel d'une décision qui a été rendue par le tribunal militaire. Il faut bien que la cour d'appel rende sa décision et qu'on avance. Mais tant que ce n'est pas fait, on est obligé d'attendre. Alors, je voudrais oui, rapidement, parce qu'il faudrait que ceux qui regardent la presse puissent dire un mot aussi. Oui, justement. Maintenant, sur le contenu éditorial, est-ce que quand vous levez le matin, vous voyez une des journaux le matin, est satisfait de la presse camerounaise? Quand on n'encense pas quelqu'un, on le dénigre. Chaque jour, une floraison de nouveaux titres. Les médias classiques qui ont fait du terrain, qui ont donné, qui ont animé l'espace médiatique sont en voie de disparition. Mais ça, c'est la facilité offerte par l'intelligence artificielle. Non. Olivier parlait tout à l'heure de la question de la viabilité économique. D'accord. Pierre-Cédric, vous regardez la presse camerounaise, est-ce qu'il y a des avancées? On a reculé, on a avancé? Non, il y a des avancées, sauf à être de mauvaise foi. Je pense que la liberté de la presse s'inscrit parmi les principes sacrés des dynamiques démocratiques aujourd'hui. Et sous d'autres cieux, la presse est tellement importante. C'est-à-dire que la presse joue un rôle de lobbying, autant pour moi, même sur le plan international, sur le plan même diplomatique. Bref, la masse médiatique joue un rôle très, très important. Et vous allez voir que même les politiciens utilisent la même presse. Ou bien certaines chancelleries, ou bien certains pays utilisent la presse pour influencer le cours des événements, pour se projeter même sur le plan même géopolitique. Et moi, je pense que l'État les responsabilités sont partagées. Autant l'État doit faire un travail de fond que le journaliste lui-même. Il faudrait un profil. Et quand on parle du profil, il faudrait de la formation. Il faudrait que le journaliste soit formé justement à respecter non seulement les règles déontologiques, et bien les principes qui encadrent sa profession. Et il faudrait aussi une certaine viabilisation de la presse. Cela passe par le financement, c'est-à-dire que l'allocation qui est, ou bien la subvention qui est donnée à la presse, de mon point de vue, n'est pas tellement réduisante. Il faudrait que l'État puisse le voir. Mais il y en a qui vous disent qu'une entreprise de presse, c'est d'abord une entreprise. Vous créez votre affaire, c'est votre business. Vous avez à prendre des dispositions, étudier le marché, voir la faisabilité du projet. Maintenant, si vous êtes coincé, vous parlez de financement. Tout à fait, il y a ça, mais il faudrait aussi noter. Plus on finance la presse, plus vous êtes dépendant de ceux qui financent. Non seulement, seulement qu'il faut une autonomie financière. Mais vous regardez cette affaire de loin?
Peut-être pas. Alors, on ne peut pas faire autrement, sinon on ne vit pas dans la société. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une promotion des organes de presse. On en voit de plus en plus. Quand on fait la revue, chaque matin, je reçois les unes de presse. Il y en a de plus en plus tous les jours. Donc, pour ça, il y a quand même un pluralisme qui s'est créé en termes d'organes de presse. Mais qui ne traduit pas la qualité. Ça, je vous promets. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de titres que vous ne donnerez jamais à vos enfants de lire. Et c'est ça qui je préfère parler pour la société civile, qui nous inquiète. Parce que je pense qu'à l'heure du numérique, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, si le corps journalistique ne se régule pas lui-même, on ne sait plus qui est journaliste et qui ne l'est pas. Tout à fait. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on en vient à douter de la qualité des informations. On a vu beaucoup de choses qui ont été dites sur des personnalités, sur des faits de société, des allégations. On ne sait plus trier le vrai du faux, parce qu'on a l'impression que le métier de journalisme est à la portée de tout le monde. Chacun peut se lever un matin... avec le phénomène des influenceurs. Ou même pas, être dans son lit et produire un article de presse. Et donc, je pense que le corps journalistique doit s'auto-réguler et s'auto-sanctionner. Il faudrait qu'on puisse identifier clairement qui est journaliste et qui ne l'est pas. Tribunal des pairs. Est-ce que l'État intéresse que ça se fasse? Il y a eu des projets similaires dans le temps qui n'ont pas prospéré. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. Il influence. Dans le cadre, permettez-moi pour ça, deux secondes. Les acteurs sont nombreux. Je ne dis pas que l'État n'a pas son rôle. Je dis qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'État. Il n'y a qu'un journaliste pour reconnaître un journaliste. Et il n'y a qu'un journaliste pour battre la plume de quelqu'un qui usurpe sa fonction. Et donc, le journaliste a un rôle important dans la survie de son corps. Et il faut pour ça vous réapproprier votre corps de métier. Non, sauf que le métier est inféodé. Oui. Mais il faut régler ça. La deuxième chose, c'est que autant je suis favorable à l'intelligence artificielle, parce qu'elle a des avantages, mais il y a des dérives qu'on observe. Aujourd'hui, justement, vous enregistrez votre voix et quelqu'un avec un logiciel prend votre voix, note un discours, et vous fait dire son discours alors que vous n'y avez. Et ça, le rendu final de la vidéo ne permet pas de dire qu'il s'agit d'un montage. Donc on va avoir comme ça dans les organes de presse, surtout sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qu'on ne pourra pas réguler. Et donc il va falloir anticiper sur la législation. Et ça, c'est votre corps qui peut porter ces problématiques. Il va falloir anticiper sur la législation pour pénaliser les dérives du journalisme contemporain, on va dire ça comme ça. Et enfin, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faudra aussi que le corps journalistique se remette profondément en question, justement, sur les sujets débattus. Parfois, on a l'impression que ce sont des presses à gages. Tout à fait. Et donc, on s'éloigne un peu des problématiques des Camerounais, où ils pourraient se reconnaître, parce qu'on envisage, on développe le sujet sous un regard précis et non sous le prisme de la neutralité. Avec et ça, je des pense intérêts précis aussi. Il faudrait que les journalistes regagnent la confiance des différentes populations pour que ce métier retrouve toute sa noblesse. Le projet de construction d'un édifice pour l'ambassade de Suisse au Cameroun prend effectivement corps. La cérémonie de pose de la première pierre sur le site a eu lieu mardi dernier à Bastos, en présence de Félix Mbayou, qui est ministre délégué chargé de la coopération avec le Commonwealth, et le ministre des petites et moyennes entreprises, Achille Basiliken III, ministre donc des petites et moyennes entreprises. Madame Nathalie Colli, qui est ambassadeur de la Suisse au Cameroun, estime que ce chantier illustre une collaboration fructueuse entre donc la Suisse et le Cameroun. Nous allons la regarder. Écoutez, c'est un moment très symbolique pour nos relations bilatérales parce que cela témoigne de nos liens très forts et en même temps, ça donne aussi une perspective pour le futur. C'est vraiment un signe que la Suisse, elle veut rester engagée au Cameroun. Puis le deuxième élément que je mentionnerai, c'est le fait que c'est un projet très innovateur. C'est un projet éco-responsable où on met vraiment en valeur le savoir-faire traditionnel camerounais et puis l'innovation suisse.
Un cours interuniversitaire de l'appareil locomoteur a été organisé à Yaoundé sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, c'était du 21 au 26 avril 2025. Fruit d'une intense collaboration entre les experts de renom dans le domaine de la biomécanique, la médecine et de la physique, ce cours a fourni aux professionnels de la santé, du sport, aux ingénieurs et aux industriels, une compréhension des principes mécaniques de base qui régissent le fonctionnement de l'appareil locomoteur, des interactions entre les forces mécaniques et les tissus biologiques. Comme toute discipline issue de la physique, elle recherche et applique les lois de la mécanique sur le vivant. C'est compliqué, n'est-ce pas? Oui. Tout ça ne se comprend pas. Ouais, mais ça peut se comprendre aussi. Oui, ça peut se comprendre, puisqu'on parle de biomécanique. Pourquoi cette discipline, on a l'impression qu'on la découvre en ce moment, professeur? Vous étiez à ce cours-là. Effectivement, Séverin, il s'est tenu pour la première fois au Cameroun un cours interuniversitaire, interdisciplinaire de biomécanique appliquée à l'appareil locomoteur cette fois-ci, du 21 au 24 avril sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et qui a vu la participation non seulement d'une trentaine d'apprenants, mais également des enseignants de 13 universités. 10 universités camerounaises et 3 universités européennes. Et le but était effectivement non seulement de vulgariser ces disciplines, mais également de donner les outils à cette première cohorte. Quand on parle de biomécanique, c'est un terme qui semble un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a demandé que viennent faire les automobiles dans la médecine. Justement, la biomécanique, c'est une discipline qui est à l'intersection. Ici de la médecine, parce qu'on parle de bio c'est ce qui est vivant, et donc on va se concentrer sur l'être humain, et mécanique c'est tout ce qui est science qui étudie les forces et leurs effets. Quand on l'applique à l'appareil locomoteur, en fait c'est donc cette science-là qui va étudier les forces, qui s'appliquent sur le corps humain pour produire le mouvement. C'est exactement ça, la biomécanique de l'appareil locomoteur. C'est comprendre tous les mouvements que nous faisons par l'intermédiaire des structures qui sont identifiées. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que la connaissance de la biomécanique va permettre d'améliorer le diagnostic de nos pathologies. Parce que si on sait quelle est la structure qui est responsable de la marche, par exemple, lorsqu'elle est atteinte, lorsqu'elle est dégradée, ça permet de savoir exactement quel palliatif on peut trouver pour cette structure qui est dégradée. Et la marche, on sait que c'est le moyen de locomotion naturel de l'être humain, mais quand on le voit, c'est un mouvement global. Et on se dit que c'est simple, c'est automatique. Non, il n'y a rien d'automatique dans la marche. Il n'y a rien d'automatique. C'est une combinaison de mouvements qui sont liés à des forces qui vont s'appliquer sur nos os, nos tendons, nos muscles, à travers des vaisseaux. Donc, il faut la cohésion, l'intégrité et la fonctionnalité de différentes structures pour produire ce que nous voyons. Pourquoi c'est resté aussi fermé? Non, c'est resté fermé parce que ce n'est pas une discipline qui appartient à un seul corps de métier. Pour parler de biomécanique, il faut comprendre que c'est tout ce qui peut concourir à la production du mouvement, quand on parle de l'appareil locomoteur. Je vais prendre un exemple simple. Quand on marche, lorsqu'on n'a pas de problème, la marche est un mouvement simple, élégant. Mais à partir du moment où on a eu un accident, on a eu une fracture, il faut pouvoir restaurer la continuité de l'os. En restaurant la continuité de l'os, on doit respecter sa structure, parce que sa structure doit assumer des contraintes physiques, mécaniques. Et donc, le type d'intervention chirurgicale, le biomatériau qu'on va utiliser, pourquoi on utilise une plaque avec des vis au lieu d'utiliser un clou, le type de rééducation après l'intervention, tout ça respecte les principes biomécaniques. Et lorsqu'on a donc compris comment s'exercent les forces sur notre corps, comment on peut adapter ça à nos thérapies, on est plus efficace. On est plus efficace. Et dans cette discipline, c'est une intersection avec les médecins d'une part. Et dans la médecine, quand on parle de l'appareil locomoteur, il y a beaucoup de disciplines. Les chirurgiens orthopédistes dont je fais partie, dont fait partie également le promoteur de ce cours, le professeur Tchagadigi, Jean-Gustave, que je salue au passage. Mais les rhumatologues,
On va avoir les médecins de la réadaptation, on va avoir les physiothérapeutes, on va avoir les infirmières quand elles doivent faire les soins, mais également tout ce qui est métier de l'ingénierie mécanique. Donc on va avoir ceux qui vont faire dans l'ingénierie métallique, du bois, des fluides, des solides, parce qu'on doit réfléchir à comment répondre mieux sur le plan technologique aux pathologies que nous avons et aux traitements qu'on peut appliquer. C'est d'autant plus important, je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne ça terre à terre. Quand vous avez une arthrose de hanche, comme on dit la coxarthrose, ça veut dire que vous avez la hanche qui a vieilli, on parle de rhumatisme en langage commun. On vous dit généralement qu'il faut mettre une prothèse. Mais l'élaboration de cette prothèse est basée sur la biomécanique. Pour comprendre comment fonctionne la hanche à l'état normal, comment elle fonctionne quand elle est altérée et quel est le type de matériau qu'il faut utiliser, sa durée de vie, qu'est-ce qu'on peut attendre comme mouvement avec ce matériau. C'est ça l'essence de la biomécanique. Donc vous comprenez que ce n'est pas réservé à la médecine, c'est une confluence de beaucoup de spécialités. Il était question d'intéresser les jeunes chercheurs que vous êtes. Peut-être que vous vous occupez de l'histoire des relations internationales. Est-ce que vous voyez les jeunes emprunter ce chemin-là? Il est bien vrai qu'il y a de l'innovation, mais comme le professeur l'a relevé, il y a une combinaison de spécialités, autant pour moi. C'est très important parce que le monde de la mutation, monsieur Ali Gambélé, le monde de la mutation, et cela il va pour la médecine. Mais les jeunes aiment la facilité. Quand ça se complique déjà avec beaucoup de disciplines, non, on a moi je pense qu'il n'y a que pas trop de quelque chose de compliqué. C'est juste une combinaison de plusieurs acteurs, c'est-à-dire plusieurs disciplines. C'est un domaine qu'on découvre, hein, je l'avoue. Quand je l'ai vu dans le conducteur, j'ai un peu frémi. Bon, la question c'est de savoir combien de chirurgiens orthopédistes et rhumatologues disposent le Cameroun en ce moment. Mais je suppose que le besoin est énorme. Le besoin est énorme à cause de notre environnement actuel. Hein. On a de plus en plus d'accidents de la voie publique, oui, parce qu'il y a une industrialisation aussi derrière, il y a des accidents de travail. Le mode de vie qu'on a, on sort tard la nuit, donc il y a des agressions. Donc on est sujet à avoir à de la traumatologie beaucoup plus que quand on avait une vie bien plus saine et moins industrialisée. Mais avoir un chiffre exact, ce serait un peu prétentieux de ma part. Ce que je sais par contre, c'est que la biomécanique en elle-même, il n'y a pas beaucoup d'experts. Et justement, il faut saluer l'initiative du professeur Jean-Gustave Tchagadigi dont je parlais, mais également le professeur Jonia Ebenezer de l'Université de Douala, qui ont eu cette idée de mettre en collaboration des physiciens, des mathématiciens, des ingénieurs, des fluides, des solides, pour réfléchir à une problématique qui en fait est locale. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. À ce moment où la couverture santé universelle n'est pas encore tout à fait implémentée partout, on a un surcoût de la dépense individuelle de santé. Et ça, c'est parce qu'on importe beaucoup de matériaux. Tout à fait. Or, nous avons la matière première. Le Cameroun regorge d'une importante réserve de fer. Le Cameroun regorge d'une importante forêt. Donc, il y a des matériaux, des biomatériaux qu'on importe, alors qu'on pourrait les fabriquer sur place. Mais pour les fabriquer sur place, il faut que des experts se mettent ensemble pour réfléchir comment les fabriquer avec nos matériaux, pour que ça revienne moins cher aux populations, mais que ça garantisse les mêmes résultats que les matériaux importés. Et donc, pour ça, il faut que les médecins s'associent aux ingénieurs et qu'autour de tout ça, il y ait un panel de collaboration et de coopération avec les acteurs du public. Je vais citer l'ANACOM, l'ANOR, parce qu'il faudra normer tout ça. Les produits de fabrication locale, si on les utilise clandestinement, là, on n'a pas besoin de... Mais si on vise la normalisation, l'exportation, au moins dans la sous-région, avant d'être un peu plus conquérant, il faudra qu'on labellise, qu'on norme ces procédés de fabrication. Il faudra qu'on intéresse les structures qui peuvent nous donner la matière première en termes de typologie de pathologie, donc le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, mais également tous les autres centres, les autres formations sanitaires, entendons-nous bien. Et peut-être également les établissements scolaires, universitaires. Exactement.
apprendre cette biomécanique et tout ce qui va avec. Exactement. C'est une discipline qui mérite d'être connue parce qu'elle peut apporter. Les retombées sont très importantes, sont vraiment très importantes parce que sur le plan médical déjà, là on a parlé, cette première édition concernait l'appareil locomoteur, mais ça peut être étendu à d'autres systèmes. Nous avons le système cardiovasculaire, le cœur est une pompe. Une pompe, ça veut dire que ça respecte également les principes de mécanique des fluides. Et donc, on voit tout ce qu'il y a comme application derrière avec les pacemakers, la chirurgie cardiaque, les valves cardiaques qu'il faut remplacer. Ça peut également, sur le plan de la recherche scientifique, donner l'ouverture à nos propres laboratoires de conception de nos biomatériaux locaux. Sur le plan économique, donc, on voit bien que ça va permettre d'ouvrir un marché d'emploi plus important et d'autonomiser aussi un petit peu le Cameroun en termes de biomatériaux. On a la matière première, il faut simplement l'utiliser. Mais d'un autre côté, il faut normer tout ça, parce que sinon on pourrait tomber dans les mêmes déboires que les journalistes. Si on ne norme pas tout ça, je vous taquine. Merci. Il faudrait réguler tout ça et c'est pour ça qu'on a créé la Société africaine d'Afrique centrale de biomécanique parce que ça va nécessiter des experts qui ne sont pas encore très nombreux. On en a 2-3 par pays. Donc on a déjà le Gabon et le Cameroun qui se sont associés. Mais toutes les âmes de bonne volonté doivent... Ça montre quand même qu'il y a encore du chemin à faire. Hein. Il y a du chemin à faire, mais il faut bien commencer quelque part. Comme disait Séverin, en général, quand on disait qu'on perd quelqu'un, c'était dans le cas extrême. Comprenons-nous bien, ce n'est pas pour nous éloigner de l'opération, c'est pour réduire les complications des traitements. Okay. Je prends l'exemple de quelqu'un je sors de la chirurgie, mais je vais y revenir, de quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui a tout un côté qui est paralysé. Au quartier, comme on dit souvent, il y a certains qui vont aller vers des kinésithérapeutes, mais ils ne vont pas voir de changement. Parce que si le kinésithérapeute n'a pas compris les principes biomécaniques, il ne saura pas quel muscle étirer, quel muscle contracter, quelle articulation assouplir. Et donc, on a un résultat qui n'est pas à la hauteur des attentes. Mais le physiothérapeute, le kinésithérapeute qui a compris les principes biomécaniques saura exactement sur quel muscle agir parce qu'il sait que c'est de là que vient le problème. Et on a un résultat plus efficace. C'est la même chose en chirurgie. La chirurgie peut être en dernier recours, mais vraiment, ça peut également être l'intervention salutaire. Mais une bonne intervention chirurgicale, surtout de l'appareil locomoteur, on a vu ça, on a vu des patients, il y a des émissions où on demande des aides sociales parce que les interventions ont échoué, entre guillemets, mais parfois c'est aussi le fait de la mauvaise compréhension de la biomécanique. On a opéré un patient, on lui a mis un implant et au premier mouvement, il a cassé son implant parce qu'on n'a pas compris la biomécanique. Et donc, on n'a pas apporté la solution qu'il fallait. Donc, c'est vraiment une meilleure compréhension pour pouvoir apporter des solutions plus adaptées. Mais surtout, innover avec du matériel local pour réduire les coûts de santé et ouvrir le marché de l'emploi et des biomatériaux locaux. Merci à tous, merci d'être venus. Merci comme un livre. Merci pour cette découverte. Pierre Cédric, c'est un champ de recherche. Il faut bien aller. Merci beaucoup, professeur, pour ces explications. Merci à vous qui prenez la peine de regarder cette émission à la maison. On va dire également merci à Nathan qui réalise cette émission avec toute son équipe. On va continuer à suivre les programmes de la CRTV si vous le voulez bien. Et s'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.